Bonjour à tous. Avant de démarrer l'épisode, je voulais vous informer que je serai présente au salon Creativa Rouen du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre à Rouen donc. J'y aurai un stand sur lequel on pourra se rencontrer et j'animerai également un atelier consacré à l'entrepreneuriat créatif tous les jours. Et sur mon stand, je pourrai aussi vous dédicacer mon livre, Mon entreprise créative, que vous pourrez acheter précédemment au stand Cultura sur place. Voilà. Ça va être chouette, j'ai très hâte. Allez, place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier. Et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur Johanna et sa marque de patron de couture, Atelier Scamit. Alors moi, je connais les patrons de Johanna depuis un moment et je me suis lancée il y a quelques temps avec la veste absolue. On en parle d'ailleurs dans l'épisode. J'aime beaucoup le style des vêtements qu'elle dessine et les tissus qu'elle choisit. Et j'apprécie aussi beaucoup le fait d'avoir tout un tas de déclinaisons dans chaque patron. Avec Johanna, on a parlé de son parcours, d'orientation, d'expérience de couture, de ce qu'elle emporte sur une île déserte. Vous savez que j'aime bien cette petite question. De la signification de Scamit, de la manière dont Johanna voit le marché des patrons de couture, du vol de patrons, bref, plein de choses très intéressantes. Moi, j'ai eu un très grand plaisir à me replonger dans cet échange qu'on a enregistré en juin. Donc Johanna a été bien patiente, car avec l'écriture de mon nouveau livre cet été, j'ai eu du mal à tout faire. Et au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. C'est complètement gratuit et ça se passe sur la plateforme de podcast que vous utilisez en ce moment. Allez, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Johanna, je suis ravie d'enfin t'accueillir dans le podcast Fait Main. Bienvenue. Bonjour Mélanie, merci beaucoup pour ton accueil. Je suis ravie de participer. Et bien moi aussi, donc ça fait longtemps qu'on a pris contact, mais bon, oui. Le temps file. C'est ça. On est bien occupés toutes les deux. Mais donc c'est parfait aujourd'hui de pouvoir se parler. Alors, en quelques mots, pour rentrer dans qui tu es, peux-tu te présenter en quelques mots, puis après évidemment on va aller dans le détail. Donc je m'appelle Johanna, voilà, je suis créatrice de patron de couture depuis maintenant 8 ans. À la base, j'ai fait complètement autre chose puisque je viens d'un univers plutôt commercial, marketing, mais j'ai une double formation, donc ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui et à créer ma propre marque. Voilà, au-delà de ça, j'ai été longtemps une Parisienne. Amoureuse de Paris, mais malgré tout, on a eu envie de quitter Paris une fois nos 2 enfants nés, et donc on habite Bordeaux maintenant depuis quasiment 8 ans. D'accord. Voilà, et je m'occupe à temps plein de l'atelier Scamit et à temps plein de mes enfants. Et donc, ils ont quel âge, ces enfants ? Alors, ils ont maintenant 11 et 9. D'accord, très bien. Voilà. Ils sont maintenant un peu grands, mais comme ma marque a eu 8 ans en janvier, on peut comprendre que ils étaient tout petits en même temps que ma marque était toute jeune. Ouais. Et comment ça s'est passé justement ces premières années ? Parce que souvent, on pourrait avec, tu vois justement le recul de l'expérience de s'occuper de jeunes enfants, c'est le moment où généralement c'est un peu speed, etc. Comment tu as réussi à conjuguer tout ça ? Alors que c'est clair que c'était speed, j'en ai des sacrés souvenirs, mais alors je dirais à la base c'est parce que j'ai un tempérament de passionné. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, je vais jusqu'au bout des choses. Quand j'ai des nouveaux projets, c'est galvanisant. J'y mets toute mon énergie et ça, quelque part, ça me porte. Alors bien sûr, ça génère aussi beaucoup de stress et ça génère aussi beaucoup de frustration parce que on aimerait être plus là où on n'est pas. Mais voilà, malgré tout, j'ai réussi parce que je pense portée par la passion de cette activité que j'ai finalement réussi à lancer, qui d'ailleurs initialement ne devait pas être une vraie marque au sens j'avais pas prévu d'en vivre, quoi. Oui. Et alors, t'as commencé par quoi ? Un blog ? Alors, voilà, c'est ça, exactement. J'ai commencé par un blog. En fait, j'ai découvert la blogosphère quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc il y a 11 ans et demi.
parce que j'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse. J'ai eu une grossesse assez compliquée et donc je me suis retrouvée chez moi toute seule, quasiment pas le droit de sortir ni de bouger. Donc j'ai beaucoup traîné sur Internet. Et à l'époque, en fait, je connaissais pas du tout les blogs. C'était vrai, c'était un peu le début quand même. Oui. Moi, j'ai toujours été super créative à faire plein de choses manuelles, mais vraiment avec tout type de matière, que ce soit du bois, du carton, plein de trucs de récup. Enfin, depuis que je suis toute gamine et que je sais marcher, en gros, je crée des choses de mes mains. J'ai toujours adoré ça. Et donc, évidemment, me voilà stoppée chez moi à devoir trouver des occupations. Finalement, ça a été assez facile. Donc, je tout de suite cherché plein d'occupations manuelles et j'ai découvert donc parallèlement la blogosphère et j'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir discuter avec d'autres passionnés de création manuelle parce que moi dans mon entourage, que ce soit famille ou amis, quasiment personne ne crée quoi. Donc c'est un peu frustrant juste de montrer ce qu'on fait et puis bon on peut pas vraiment en parler. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'échange, quoi. Et ils disent, oui, c'est joli. Bah oui, mais attends, c'est un peu plus que ça. Ouais, non, c'est même pas, j'en attendais pas des compliments dithyrambiques, non, c'est juste. Non, mais voilà, tu pouvais pas, c'était pas stimulant créativement parlant. Ouais, on se changeait pas d'idées. Enfin, forcément, les gens étaient pas intéressés. Mon entourage n'est pas particulièrement intéressé, mais ils apprécient ce que je fais. Mais voilà. Et donc, les blogs, ça m'a permis de montrer et puis, en fait, de mêler un peu tout ce que j'aime. Parce que j'adore la photo aussi, j'ai pris des cours de photo, donc voilà, c'était travailler avec un bel appareil pour faire des jolies photos, bidouiller aussi sur internet, enfin pour créer mon blog, donc le côté vraiment web, bidouiller, créer mes petites choses, mes petites créations, donc c'est vraiment un ensemble de choses qui me plaisaient énormément et que je pouvais rassembler dans un seul et même endroit, donc pour moi c'était vraiment génial. Donc ça a commencé par ce blog. Et puis ensuite, donc je suis retournée travailler. Donc moi, tu faisais quoi alors comme métier? Alors, écoute, j'ai fait ma toute première formation, c'est une école de commerce. Donc j'ai travaillé principalement là-dedans. Alors j'ai une deuxième formation, mais qui pendant une dizaine d'années ne m'a pas servi, sauf à titre personnel. Et j'étais chez Baccarat, donc une très belle maison de luxe, où là je faisais partie du service commercial, mais j'étais sur les développements spéciaux. Les commandes spéciales en fait de Cristal Baccarat. Et donc sur les grosses pièces. Donc ce qui fait que j'étais en fait le point central entre les designers ou les architectes d'intérieur et la manufacture. Donc j'avais quand même en fait cet aspect un peu technique, créatif, même si c'était pas mes créations, mais je parlais boulon quoi pour schématiser. Donc ça me plaisait énormément. Donc voilà, c'était quand même un très très chouette job. Donc je suis retournée travailler chez Baccarat. Donc mon blog vivait bien. C'est drôle, j'avais même eu quelques contacts avec des boutiques qui voulaient revendre certaines de mes créations. Donc j'étais un peu étonnée et puis étonnamment surprise, et positivement surprise. Et puis je crois que ça a un peu fait son chemin dans ma tête. En même temps, bien sûr, je continuais à coudre puisque cette période-là, je cousais uniquement pour mes enfants et un petit peu pour moi. Et puis, petit à petit, j'ai utilisé quelques patrons, ça et là. Et puis, je me disais quand même, je sais faire ça. Parce que donc, ma deuxième formation, c'est styliste modéliste. Et puis, ça trottait dans ma tête. Voilà, je pense que ça s'est un peu mis en place petit à petit. Et 3 ans après, quasiment, j'étais enceinte du deuxième. Même histoire, grossesse compliquée. Je suis arrêtée au 4e ou 5e mois, donc quasiment alitée. Et là, je me dis, tiens, je crois que c'est le moment, en fait. Ouais. Je crois que c'est le moment, c'est un signe. J'ai des petits patrons qui dorment, parce que j'avais fait des patrons de petites robes pour ma fille, quelques accessoires, je m'étais fait des robes de grossesse, et je m'étais fait mes propres patrons, mais qui dormaient dans un classeur, si tu veux. Ouais. Je me suis dit, tiens, j'ai déjà cette matière-là, je vais en dessiner d'autres. Je vais chercher, je vais fouiner, je vais fouiller comment on fait une marque, comment on fait un fichier PDF, comment on fait un patron PDF, comment on fait pour créer ce patron PDF que je peux vendre à la cliente. Comment je fais pour imprimer, enfin tu vois. Donc en fait, j'ai tout créé petit à petit en me posant tout plein de questions pour arriver à créer cette petite marque. Voilà, petite marque qui est devenue un peu plus grande. C'est ça. Ouais, non, ça a assez vite grandi en fait. Donc la marque, je l'ai finalisée en fait pendant mon deuxième congé mat, donc c'était en 2014. Je l'ai lancée à ma reprise du boulot en janvier 2015 et en fait 7 mois après, en octobre 2015, on quittait Paris. Et le mois suivant, donc novembre 2015, j'exposais pour la première fois à CSF. Et donc à partir de janvier 2016, en fait, j'étais vraiment à temps plein sur ma marque.
Et au bout de quelques mois, voilà, j'en vivais et c'était parti, quoi. D'accord, parce que le déménagement impliquait la fin de ton travail chez ton employeur. Tout à fait. Ouais. On a quitté Paris pour Bordeaux et donc j'ai dû mettre fin à mon CDI. En fait, je suivais mon conjoint. Après, c'était un peu volontaire quand même de quitter Paris, mais je suivais mon conjoint qui avait un poste à Bordeaux et comme moi, j'avais très envie de tester Atelier Scamit, vraiment plus professionnellement encore. Voilà, c'était le moment. Ouais, c'est toujours un peu ça aussi, c'est la conjecture de plein de choses souvent, hein. C'est pas juste allez tiens, je vais essayer comme ça. Il y a eu tout ce cheminement avec la création du blog qui finalement t'a amené à tout le reste. Ouais, bah pour moi en tout cas ça s'est fait comme ça, c'est pas forcément toujours le cas, mais moi je pense que j'avais besoin de quelque chose de progressif effectivement pour me sentir peut-être un peu rassurée. Oui, mais alors c'est vrai que je sais pas aujourd'hui quelqu'un qui se lancerait s'il aurait le même cheminement, mais c'est quand même le plus rassurant quelque part. Ah, c'est sûr, ouais, c'est le plus rassurant. Et puis je crois que ça fait partie aussi de mon état d'esprit, c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait les choses avec passion. À la base, c'est par passion que je le fais. En fait, c'est pas pour en vivre, c'est pas pour vendre. Tu vois, et je pense que c'est une démarche un peu différente. Oui, et c'est pour ça que tu y as passé des heures et des heures, parce qu'en fait par passion on fait plein de choses. Ah bah oui, ça c'est clair qu'on compte pas les heures. Et puis en plus moi je suis extrêmement perfectionniste. Donc en fait avant même de lancer ma marque, même si ça n'avait pas vocation à être mon job principal, j'ai passé des heures absolument incalculables à regarder en fait, à benchmarker un peu, mais tous horizons confondus, pas que couture, pour savoir comment faire un bon site. Comment faire, alors effectivement, que doit contenir un patron pour être vraiment au top du top, voilà, tout plein de choses. Et puis j'ai développé aussi des nouvelles idées, notamment les vidéos qui accompagnent chacun des patrons, puisque à l'époque en fait j'étais la seule à proposer ça, alors sauf en fait une marque qui est apparue à peu près en même temps que moi et qui l'a mise en ligne avant la mienne, je me rappelle, c'était Make My Lemonade. Ah oui. Qui avait fait sa première vidéo d'accompagnement de patron et moi j'avais déjà les miennes en stock et on a eu la même idée au même moment. Et c'est vrai que depuis c'est devenu un incontournable, mais enfin tout ça, voilà, c'est ça. Et c'est bien d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que j'avais vraiment travaillé en fait le contenu de ma marque et de mes produits dans les moindres détails parce que je suis perfectionniste et du coup clairement j'y ai passé des heures incalculables. Mais voilà, je suis passionnée. Après, c'est assez rassurant, tu vois, tu nous vends des patrons de couture et donc moi je trouve ça cool de dire je suis perfectionniste. Parce que souvent on dit ça pourrait être aussi un peu un défaut et tout ça, mais là en l'occurrence c'est une super qualité pour ce métier-là. Ah ouais, alors moi je pense qu'en fait c'est une qualité pour l'extérieur et le défaut il peut être éventuellement pour soi. Ouais. C'est-à-dire que moi ce qui va me peser, c'est que je vais être difficilement satisfaite, c'est que je vais peut-être me tendre et me stresser beaucoup, je vais passer énormément de temps au détriment de ma vie perso. Voilà, en ce sens-là, c'est un défaut. Mais je suis d'accord avec toi. Quand on me propose un patron, qu'est-ce qu'on attend d'un patron? C'est qu'il soit bien fait, complet, précis, bien accompagné. Enfin voilà, c'est le côté perfectionniste est évidemment très rassurant et très satisfaisant quand on achète un patron. C'est d'ailleurs le retour que j'ai de majorité, enfin toutes mes clientes, quoi. Ouais. Alors moi j'ai eu une première expérience, comme je te l'ai dit, avec donc c'est la veste absolue. J'ai pas révisé. Oui. C'est bien. Ah, c'est celle-ci. C'est ça, c'est bien de chez moi. Sauf qu'en fait, je pense que j'ai mal choisi mon tissu. Et en fait, donc c'est un jacquard que j'ai choisi a priori, mais en fait, il grattait un peu à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, tu vois, c'était un peu métallisé et tout ça. Ah oui, d'accord. En fait, Mauvais choix. Oui. Ah bah oui, il aurait fallu le doubler. Bah oui. Ah ouais. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que c'est difficile quand on débute, hein, de choisir le bon tissu pour le bon projet. On fait forcément des erreurs. Oui, parce que tu vois, après tu fais avec un peu ton impatience aussi de coudre. Donc, oui. Tu vois, j'ai 2 magasins de tissus à côté de chez moi, donc je suis allée dans les 2. Puis après j'ai fait un choix, tu vois, parce que j'ai jamais beaucoup acheté de tissus en ligne. Et c'est difficile, je trouve, quand tu es pas experte du sujet. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des marques qui proposent de mieux connaître les tissus. Il y a des livres, etc. Pour que justement on puisse un peu se familiariser avec tout ça. Et voilà, c'est vrai que dès qu'on coud un peu des vêtements, c'est vraiment pas inutile de bien se renseigner sur les tissus.
Oui, c'est sûr. Et là, en l'occurrence, voilà, j'avais envie d'acheter mon tissu, donc j'ai fait un choix. Bon, mais j'espère que tu as été plus satisfaite par ton deuxième projet. Ben, je l'ai pas fait encore, Tu l'as figure-toi. pas fait. Ah, bon. Mais oui, ça, Donc, c'est le deuxième problème de la couture, c'est après le choix des tissus, il y a trouver le temps. Oui, c'est un peu le problème. Et puis justement, mais tu vois là, c'est un peu ça, c'est de dire ah bah tiens, dans quel projet je lance, dans quel projet je me lance, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et effectivement, tu vois là, je suis en train de me dire, il a tellement pas fait beau ces derniers temps. Bon là, ça fait quand même quelques semaines qu'il fait beau. Moi, je suis à Grenoble. Ça fait quelques semaines qu'il fait beau, et donc ça fait quelques semaines que ça y est, on remet des t-shirts à manches courtes, etc. Et donc là, je reprends ma garde-robe d'été. Je me dis ah tiens, il me faudrait ci, ça, etc. Donc là, je suis en train de me redire tiens, je vais me faire un top. Je vais me faire. Tu vois, mon mari, il a essayé de me trouver une robe portefeuille. Et il a pas trouvé. Il m'a dit j'ai écumé tous les sites, etc. Je dis mais attends, je vais me la coudre. Donc, voilà. Donc là, tu vois, les projets, mes envies de couture reviennent. Mais voilà, c'est vrai que ça reste un temps certain. Ouais, c'est clair. C'est très appréciable aussi. Encore une fois, tu vois, on parlait avant d'enregistrer de temps long. Que voilà, le podcast c'est un format pérenne qui nous accompagne dans le temps, etc. La couture c'est un peu pareil finalement, c'est ce plaisir de prendre le temps. Complètement. Ça fait partie de mes valeurs, je crois, justement. Ouais. Cette volonté en fait, d'essayer de stopper cette espèce de course infernale dans laquelle on est tous, et de prendre le temps de faire quelque chose, de prendre le temps pour soi, de se poser. Je trouve que mentalement, au niveau du bien-être que ça procure, c'est immense, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Après, peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai plein de copines qui me disent « Ah non, la couture, c'est pas pour moi, je suis trop impatiente. » Mais je sais pas si c'est une question de patience. J'ai vraiment l'impression, moi, que c'est quelque chose qui fait du bien, quoi. Oui. Bah alors après, moi, je dirais peu importe si c'est la couture ou si c'est autre chose, hein, finalement, à partir du moment où on prend ce temps pour soi. Si c'est plutôt, je sais pas, simplement du doodling, tout le monde sait dessiner 3 fleurs et voilà. Et, je pense à Julie Adore et à un de ses livres sur le doodling qui est super bien fait, où justement ça te délie la main et tu fais juste ça un peu comme ça et ne serait-ce que ça vide la tête. Non, tout à fait, pas que la couture clairement, mais par contre, je pense plutôt une activité manuelle. Oui, parce qu'en fait, en plus de vider la tête, tu gagnes vraiment une sorte une prise de confiance en toi, quoi, en tout cas de satisfaction personnelle d'avoir réalisé quelque chose soit sorti de toi. Ouais, je trouve ça exceptionnel, moi. Ouais. Vraiment. Et après, par contre, il faut aussi, je reviens sur un peu le côté perfectionniste aussi, de lâcher prise au début. Parce que typiquement sur la couture, tu peux aussi vite te dire, tu vois, là je vois ton t-shirt qui est parfait, l'encolure nickel et tout. Moi j'en ai fait mon encolure, bon, c'est un peu... voilà, donc il faut arriver à se dire, allez, ok, c'est moyen, mais la prochaine fois ça sera mieux, tu vois, exactement ce qu'on dit à nos enfants pour prendre confiance, pour qu'ils prennent confiance en eux. Et des fois on est un peu, là je suis un peu déçue, c'est pas pour moi, je verrai plus tard, et puis en fait on s'y remet jamais. Oui, mais alors tu vois, c'est justement là-dessus que, pour cette raison, disons que j'ai commencé à faire des vidéos en fait qui accompagnent mes patrons, parce que j'ai du mal à accepter, parce qu'en fait, quand on n'est pas content de soi, c'est dommage, je trouve. On perd le bénéfice de cette séance couture ou sur notre activité manuelle. Et donc moi, mon but, c'est vraiment que ma cliente qui va coudre un de mes patrons, elle arrive forcément à un beau résultat. Donc, je veux l'accompagner au maximum, en fait, quand je filme mes vidéos, donc, qui expliquent, où on voit que mes mains, mais je montre, en fait, comment je prépare mes pièces. D'ailleurs, c'est marrant, ça. En fait, dans mes vidéos couture, mais tu n'as même pas 2% de couture. Tu as 98% de préparation des pièces. Puisque dans la couture, pour réussir un projet, il faut les préparer. Alors, moi-même, j'en ai fait les frais, quand j'étais étudiante en stylisme-modélisme. Je voulais aller vite parce qu'on avait toute une collection à présenter de 12 pièces à la fin de l'année. Donc, en un an, il fallait apprendre à partir de zéro et présenter 12 pièces. Donc, c'était costaud. Donc, forcément, je cherchais à gagner du temps. Et donc, j'en ai fait les frais de cette impatience et à ne pas préparer, à ne pas épingler, à mal préparer mes pièces. Et donc, au final, j'avais pas forcément des beaux rendus. Et du coup, mes vidéos... vraiment, mon but, c'est que, comme je dis, la réussite de votre projet n'est pas une option. C'est-à-dire que je tiens vraiment à ce que mes clientes
sortent de leur séance couture en disant « Ah, je suis contente. Ok, peut-être que j'ai passé 1 heure sur mon encolure, mais maintenant, je sais comment faire. Et maintenant, je sais faire. Et là, elle est bien faite. » Ouais. Tu vois? Ouais, tu me motives là parce que moi, typiquement, oui, j'ai une tendance un peu je sais pas si c'est couper trop rapidement ou tu vas pas y mettre assez d'applications. Et effectivement, à la fin, quand je couds, je me dis ah mais là, si j'avais mieux coupé au départ, j'en serais pas là. Ouais, bah chaque étape en fait est importante. Chaque étape préparatoire est importante. Après la couture, j'ai envie de te dire, une fois que c'est bien préparé, une fois que c'est bien épinglé, ça va presque tout seul. Hein. Oui, finalement, c'est pas la couture en tant que telle qui est compliquée. Non, tu vois, de même que je sais pas. Par exemple, tu fais des fronces. Bon, bah, piquer des fronces, c'est très facile. Ce qui va être un peu plus fastidieux, ça va être de les préparer, de les épingler correctement, de bien les répartir. Mais une fois que c'est fait, tu couds ça en 10 secondes. Et puis, la plupart des coutures, finalement, elles sont assez droites. Bon, elles peuvent être un peu courbes, mais encore, c'est pas vraiment ça, la complexité. Non, la complexité, c'est vraiment la préparation, je pense. Ouais. Donc, il faut que tu essayes ma nouvelle portefeuille. Et alors, en plus, tu sais, je me souviens, donc c'est ton patron que j'ai dû acheter en PDF. Enfin, c'est même sûr, je l'ai acheté en PDF. Et je me disais, bon, bah, trop bien. Donc, j'en avais jamais fait, hein. J'avais jamais fait de vêtements avec un patron. Et donc, je me suis dit, bon, bah, donc, j'ai imprimé mes feuilles, je les découpe, tout ça. Et puis après, je vais couper dedans. Mais une fois que j'ai eu tout assemblé mes feuilles, parce qu'il faut découper la petite marge, tu vois, moi j'avais pas réfléchi à ça. Donc quand tu imprimes tes feuilles de ton patron PDF, il faut les assembler les unes à côté des autres en enlevant la marge. Ouais. Et donc, une fois que j'ai eu fait ça sur, je sais pas combien il y avait de feuilles, 24 ou 30 feuilles, je me suis dit, ah, hors de question, je découpe dedans. Parce que si tu as besoin de plusieurs tailles, effectivement, tu vas pas refaire le travail de scotchage une deuxième fois. Voilà, tu vois, je me dis, bon, j'en sais rien... soit pour quelqu'un d'autre ou ma fille ou tu vois, donc je dis bon, on s'est jamais vu le temps que j'y ai passé. Ouais, c'est clair. En préparation. Mais voilà. Mais donc c'est des choses aussi qu'on apprend avec l'expérience et typiquement oui, après on se dit bon bah je vais peut-être plutôt acheter le patron pochette. Oui, alors maintenant il y a aussi les formats A0. Mais c'est vrai qu'on peut pas imprimer à la maison parce qu'on n'a pas d'impression, c'est rare. Et ça peut être une bonne alternative. Je crois qu'au global, ça revient quand même moins cher qu'un patron pochette. Et puis, bon, après, ça dépend aussi des habitudes de travail des unes et des autres. Hein. Moi, j'ai vraiment remarqué que il y a de tout. C'est-à-dire que c'est vraiment moitié-moitié. Il y en a qui préfèrent le PDF, d'autres la pochette. Mais c'est vrai moi, si j'étais cliente de patron et que je pouvais imprimer en PDF, que je pouvais imprimer en A0, je le ferais. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça rajoute une étape, tu vois, si t'as pas un imprimeur, un top office ou un truc comme ça à côté où tu peux y aller facilement et tout ça, ça rajoute. Mais bon, donc en tout cas, ce temps de préparation, quelque part, tu vois, c'est vrai que voilà, moi-même j'ai été un peu aussi en se disant bon bah il faut que je veux vite coudre. Voilà, c'est souvent ça. Je veux vite. Quand est-ce qu'on passe à la partie couture? Voilà. Oui. Et en l'occurrence, je me souviens que justement, vu qu'on allait coudre le samedi à 14h à Mondial Tissu, bon bah il fallait que il fallait que tout soit prêt. Et genre, j'ai dû m'y mettre évidemment le vendredi, tu vois. Oui. C'est au pied du mur qu'on le voit le mieux. Voilà. Donc maintenant, je sais. Voilà. Je sais qu'il faut un peu anticiper. Ouais. Bon. Et alors, donc ta formation initiale de styliste modéliste, évidemment, ça a joué un rôle clé dans toute cette aventure créative d'Atelier Scamit. Bien sûr. Moi, j'ai ma fille qui a 14 ans aujourd'hui et qui me dit... Non, quand je dis aujourd'hui... Ah, d'accord. C'est en le disant, je me suis dit non, c'est pas aujourd'hui. Mais... Donc, ma fille qui a 14 ans... Elle dessine beaucoup et souvent c'est des silhouettes ou des portraits, etc. Et elle est à l'âge où forcément elle se pose des questions sur son orientation sans vraiment savoir, etc. Et ça fait plusieurs fois qu'elle me dit j'aimerais bien être styliste. Alors, du coup, on a regardé un petit peu la formation qu'il faut avoir, etc. Et en fait, elle me dit mais moi j'ai pas envie de coudre. Est-ce que c'est grave? Alors, pas forcément, je crois, mais... Ouais, c'est pas incompatible. Non, parce que tu peux être styliste dans plein de domaines différents.
Non, ça peut t'amener vraiment sur plein de choses. Et les stylistes qui travaillent dans les grands groupes, parce qu'il y en a des stylistes, tu vois, chez Decathlon, chez ces sortes de grands groupes-là. Après, d'autres marques, j'en sais rien, moi, Claudie Pierlot, Mage, enfin, je les connais pas toutes dans le détail, mais le styliste ne doit pas forcément savoir coudre. En revanche, le modéliste, oui. La modéliste, oui. Parce qu'en fait, la partie modélisme, c'est vraiment la création du patron en tant que tel. Et donc, tu crées les formes qui vont s'assembler. Donc, en fait, tu es obligé d'anticiper le montage du vêtement pour savoir comment créer ta forme. Ça a des impacts sur la forme de la pièce, au niveau des talons de couture ou plein d'autres choses. Mais non, effectivement, non, elle peut simplement dessiner, aimer les couleurs, les matières. Le styliste n'est pas nécessairement très manuel, en fait. En tout cas, n'est pas forcément orienté couture. Ouais, bon, ça va la rassurer. Ouais. Après, il faut trouver la bonne combinaison de formation et tout ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais évident. bon, et oui, et à la fois, tu vois, il faut quand même trouver une orientation pour la seconde, donc ça. Ah oui, c'est vrai, oui, ça a changé par rapport à mon époque. Ouais. Oui, parce que toi, t'as fait une filière générale? J'ai fait une filière générale. Bon, j'étais bonne en sciences, alors je me suis pas trop posé de questions. Ouais, c'est là-dedans que j'étais la meilleure. D'accord. Donc un bac S. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, bac S. Et puis. Ok. Et puis après, ouais, voilà, j'ai prépa et école de commerce. Je me suis pas vraiment posé la question, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Pourtant, en manuel et créatif comme j'étais, comme je me suis orientée, en filière scientifique, assez rapidement en première. Après, si tu veux, je sais pas, j'ai un peu suivi un flow. Pourtant, c'est moi qui ai choisi mes études. Mes parents n'étaient pas derrière moi à me dire fais ci, fais ça. Mais j'avais, je crois, à l'adolescence, j'étais plus attirée par les copines que par mon petit atelier à la maison et mon bricolage et ma couture, si tu veux. Donc, je comprends. Voilà. Et j'y suis revenue après. Mais c'est souvent comme ça, à l'adolescence, c'est un des traits communs que j'ai trouvé dans tous les invités. C'est souvent qu'au moment de l'adolescence et les études, tu lâches un peu tout ça parce que ce qui est rigolo, c'est que souvent à cette époque-là, on se dit non mais j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, etc. Et alors qu'en fait, oui, on se dit mais qu'est-ce que j'avais comme temps à cette époque? Non mais c'est bien, c'est le moment où on est en pleine construction de sa personnalité. On est en construction d'amitié forte aussi, souvent. C'est une période super à vivre. Il faut laisser les ados vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Mais c'est vrai qu'on revient à nos premières amours, en fait, quand on s'assagit. Et alors, comment ça se fait que tu as fait une formation stylisme et modélisme après? En fait, donc j'ai fait mes études, voilà, ça s'est très bien passé, c'était sympa. École de commerce, j'ai commencé à travailler. Donc c'est quand même intéressant l'école de commerce, même si je suis très manuelle. Moi, j'ai quand même bien aimé avoir une vision très large en fait sur un projet. Voilà, on part d'un projet X ou Y et puis on a toute la visibilité en fait sur l'entreprise. Ouais, voilà. Et donc j'ai trouvé ça quand même super intéressant. J'ai travaillé après ça, quasiment tout de suite même, et au bout de peu près un an, c'est comme si je m'étais un peu réveillée et je me suis dit mais attends, mais ça va pas le faire là. Passer toute ma vie comme ça dans un bureau enfermé derrière un ordinateur à rien faire de mes mains à part cliquer sur une souris, ça va pas être possible en fait. Ouais. Et j'arrivais à la fin d'un contrat. Donc, je crois que j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, non, mais moi, je suis une créative et il faut absolument que je me retrouve une année de formation sur une activité manuelle et créative. Et donc, je me suis mise à chercher un peu tous azimuts, finalement, parce que j'aimais autant la peinture que le dessin, que la création en volume, tu vois, le côté architecture, création de mobilier. Vraiment, j'ai tout fait. Et j'ai trouvé une formation qui m'a plus plu que les autres. C'était la formation styliste modéliste au Greta de la mode, hyper pro, et je me suis lancée là-dedans. Voilà. Et donc en un an, je suis partie de rien. Alors je savais un peu coudre quand même, mais je savais pas du tout faire de modélisme. On est parti de rien, et à la fin de l'année, chaque élève présentait 12 pièces, dont en pièces imposées, il y avait une chemise, une veste doublée et un pantalon. Et pour ces pièces-là, donc on réalisait le patronage de zéro et tout le montage. Voilà. Et donc en un an, j'ai vraiment énormément appris.
J'ai fait également des stages dans des belles maisons. Alors, dans une petite maison qui n'existe plus maintenant, mais j'ai adoré, chez les Prairies de Paris, une petite marque parisienne super chouette. Et chez Chloé, donc une grande et belle maison. Et en fait, c'est marrant, j'ai pas du tout été séduite et au contraire, j'étais un peu dégoûtée de l'univers très fermé des ateliers dans ces grandes maisons-là, où en fait, quand on est dans l'atelier modélisme et couture, c'est comme si on devait mettre des œillères. On n'a pas le droit de regarder ce qui se passe ailleurs, ni au marketing, ni à la com. Moi, venant d'une école de commerce où j'aimais justement avoir une vision un peu large, j'ai été très frustrée et ce qui fait que je suis retournée travailler avec plutôt ma carte école de commerce que ma carte styliste modéliste. Et c'est pour ça que je suis arrivée chez Baccarat, où là, j'étais très proche de la manufacture et donc j'étais commerciale sur le papier, mais en fait, je parlais très souvent matériaux, poids, construction, forme, design. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et en même temps, ça m'a appris tellement de choses à tout niveau, que ce soit commercial, marketing, communication, aussi l'amour des belles choses et l'amour du bienfait. Voilà. Donc, c'est tout ça. Ouais, tout ça, ça a contribué à te permettre de créer aussi ta marque aujourd'hui. Ah ben clairement. Ah, clairement. Et ce qui est drôle, c'est que cette marque aujourd'hui, elle est vraiment au carrefour de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et de tout ce que j'aime. Donc, c'est pas un hasard. Ouais, non, enfin oui et non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est génial, quoi. C'est génial. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance, mais c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est ça, parce que souvent, effectivement, on dit chance un peu par habitude de langage, mais en réalité, c'est pas une chance, quoi. Tu as travaillé énormément. Ça aussi, c'est un des traits communs que je trouve très, très marquant, hein. Mais c'est comme tu disais, c'est la passion, on compte pas. Oui. Ce qui fait qu'on arrive à déplacer des montagnes. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Bah voilà, quand on est passionné, on se donne à fond, quoi. Ouais. Et effectivement, une activité manuelle, ou en tout cas sa propre entreprise, sa propre marque, on est forcément passionné. Peu importe le sujet. Ouais. Et alors, est-ce que, parce que tu sais, souvent on valorise aussi beaucoup les succès, parce que évidemment sur Insta c'est plus sympa de montrer ce qui va bien plutôt que les ratés, les fails, les loupés, tout ça. Est-ce que il y a eu des moments un peu plus difficiles dont tu peux nous parler, des vrais ratés ou des choses où vraiment tu t'es dit ah ouais là j'ai appris un gros truc, un peu à mes dépens ou pas, mais tu vois des trucs difficiles. Ouais, des vrais ratés. Bon, alors, je crois pas avoir eu de vraiment très gros ratés qui tu vois, qui par exemple est remis en question l'existence d'Atelier Scamite, ça non. Après, bon, quand on a son projet, sa marque, c'est un peu ce qu'on dit souvent les montagnes russes émotionnelles. Donc parfois on est très content de soi et d'autres on est très mécontent. Non, j'essaye de chercher un truc. Non, j'ai eu peut-être des déceptions, ouais. Disons sur quelques-uns de mes premiers patrons, quand je voyais les retours de certaines clientes, du coup, je me remettais en question, quoi. Je me disais, ah mince, ouais, mes manches, je les fais trop étroites, par exemple. C'est vrai que mes tout premiers patrons, j'avais tendance à faire des manches assez fines, parce que je trouve ça très joli, mais je me rendais pas forcément compte de l'impact que ça pouvait avoir une fois décliné dans les plus grandes tailles. Et c'était pas suffisamment, il y a pas suffisamment d'aisance, donc, et ça me contrariait énormément d'avoir pu vendre un patron qui n'était pas bien pour toutes les clientes. Et c'est notamment le patron Bipretti, mais qui a été refait en fait assez rapidement, où là j'ai travaillé avec une modéliste pour qu'elle le corrige comme il faut. Voilà, donc il peut y avoir ça c'était au tout début. Et après non, je sais pas si c'est vraiment un échec, mais en tout cas moi je l'ai pas forcément bien vécu. Enfin, c'était une très belle expérience, mais j'ai pas forcément envie de la renouveler. C'est celle du livre. Mon livre Ma blouse sur mesure, qui pourtant, j'ai des très bons retours dessus et c'est chouette. J'ai l'impression que ça aide vraiment beaucoup de personnes sur des questions communes. Mais moi, je l'ai en fait quelque part pas très bien vécu parce que en bonne perfectionniste, j'y ai passé un temps dingue sur quasiment une année entière, à temps plein. Et du coup, ça a mis de côté en fait tout le reste, toutes mes créations. Et ça, en fait, ça a généré beaucoup de frustration chez moi parce que ce que j'aime, c'est penser des nouveaux modèles. Fondamentalement, c'est ça. J'aime me poser des questions sur des nouveaux montages.
des nouvelles façons de faire, comment simplifier tel montage, mais en même temps avoir un joli rendu, comment travailler sur ce volume-là que j'ai en tête, comment le réaliser concrètement. Voilà, donc ça a été plus une grosse frustration et j'ai eu un peu peur peut-être d'avoir un peu presque disparu de la circulation, mais ça, c'était que dans ma tête, quoi. Oui, oui, oui. Parce que les clientes sont géniales, quoi. C'est super. Elles ont été au rendez-vous tout de suite dès que je me suis remise à sortir des patrons. Oui, parce qu'évidemment, ce que tu as préparé et conçu pour le livre, tu pouvais pas en plus le vendre en patron standalone. Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, dans le livre, tu n'as pas de patron fini en tant que tel, hormis deux bases. Ouais. En fait, il comporte deux bases, donc une base avec pince, une base sans pince. J'entends par base pas le corps mis à plat, mais vraiment une blouse, quelque chose de déjà portable, c'est-à-dire avec déjà suffisamment d'aisance, mais avec une encolure ras du cou, une manche super basique et aucun détail. Et dans le livre, en fait, j'apprends dans la première partie à mettre la blouse à ses propres mensurations, si besoin d'ailleurs. Dans la deuxième partie, j'apprends à dessiner ce qu'on veut mettre sur cette blouse, donc un col V, un col rond, une patte de boutonnage, une ouverture dos, une manche avec du volume, des fronces. Et là, je brosse vraiment un gros panel de possibilités, mais j'apprends à faire. Je ne fournis pas les patrons. Et troisième partie, j'apprends à coudre selon toutes les étapes, tous les ingrédients choisis. D'accord. Et donc finalement, pour ce livre, je me suis prêtée à l'exercice. Donc j'ai fait moi 10 modèles qui sont d'ailleurs qui ont été shootés, qui sont photographiés, qui sont présents dans le livre. Et ces 10 modèles, j'en avais de toute façon depuis le début parlé à mon éditeur. Il était d'accord pour que je les propose en patron fini. Donc là, pour le coup, c'est vraiment les pièces tracées. Donc, il y a quelques patrons extraits du livre qui font partie de me. Donc ça se complétait quoi, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Mais ce n'était que dans un deuxième temps. Oui, oui, oui. J'ai quand même eu cette année de rédaction de livres, voilà, où j'ai pas pu vraiment créer. Oui, je comprends. Non, c'est certain que c'est très chronophage. C'est aussi clairement, c'est pas un secret hein, dans l'édition, donc on peut le dire. C'est pas des projets très rémunérateurs non plus, surtout vis-à-vis du temps qu'on passe. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est pas une question de maison d'édition, hein. C'est une question c'est le marché qui est comme ça. Oui. Après, je le savais, mais de toute façon, moi, comme je te disais au début, moi, je vis par passion, en fait. Je vis par passion et par envie. Alors, bien sûr, ok, c'est mon job, donc il faut quand même que je mange à la fin du mois. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire ce livre, ça me tenait à cœur. Je suis très contente de l'avoir fait parce que pour moi, il répondait à des questions essentielles pas pour toutes les couturières, parce que toutes les couturières ne se posent pas ces questions-là. Elles n'ont pas toutes envie de passer autant de temps à devenir autonomes, mais moi, j'avais très envie de porter ce projet-là jusqu'au bout et d'arriver à rendre celles qui le voulaient autonomes sur plein de questions récurrentes. Ouais, je comprends. Et alors, quelle est la facette de ce métier, donc multicasquette, de chef d'entreprise avec ta propre marque, et donc il faut que tu fasses tout. Quelle est la facette qui t'éclate le plus? Et après, évidemment, il y a le pendant. Quelle est la facette qui t'éclate le moins? Ouais. Alors bon, maintenant, je suis plus toute seule. D'accord. On est 7. Donc, Ah oui, parce que j'allais te demander, mais non, je pensais pas autant. D'accord. Non, petit à petit, on s'est. Voilà, je me suis agrandie, ou en tout cas, j'ai délégué à des personnes qui chacune étaient professionnelles dans leur domaine. D'accord. Ça s'est fait au fil des années. Mais néanmoins, c'est forcément moi qui vais donner un peu l'impulsion partout. Et ce que je préfère, et pour le coup, ce que je garde vraiment à 100%, c'est penser un modèle, en fait. C'est penser un modèle, et ce que j'adore, c'est faire le lien entre le style que je veux, le volume, et aussi les étapes techniques de montage qui seront nécessairement inhérentes au projet. Ouais. Et j'adore cette combinaison, en fait, donc de style, de style et de technique. Et donc les 7 personnes, elles sont salariées? Tu les as salariées ou elles sont freelance? Non, elles sont freelance sauf une qui est en fait la salariée, elle est en apprentissage. Donc c'est Eva qui s'occupe des réseaux sociaux. D'accord. Entre autres. Ok. Mais t'as pas de bureau, tu travailles chez toi? Ouais, je travaille chez moi. Ouais, ça c'est plutôt un choix. Alors qui est pas forcément je sais pas, en tout cas moi il me convient parce que voilà, quand je vais chercher mes enfants à l'école, si j'ai envie s'ils sont fatigués, je vais les chercher plus tôt, et
Comme ça, ils peuvent être à la maison tranquillou et moi, je continue à travailler. Voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que d'un côté, c'est forcément très pour eux. Je sais pas trop la différence entre mon job et mon temps perso et mes hobbies, voilà. Mais moi, j'y trouve mon compte. Ouais. Donc, je suis chez moi. Ouais. Et alors, la partie qui t'éclate le moins, qui te plaît le moins? Ah bah ça, je pense que ça va étonner personne et c'est pareil pour tous les entrepreneurs, c'est l'administratif. Ah ouais, quelle horreur. Oh, donc bon, on est bien obligé. Et puis en même temps, j'ai appris énormément de choses depuis le début parce que j'ai commencé auto-entrepreneur. Et puis au bout de quelques années, bah, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je passe en société. Donc c'était encore une autre étape avec un comptable et puis bon, voilà, beaucoup de choses encore à apprendre. Mais bon, ça fait partie de la vie d'une société et en même temps, comme pour tout le reste, j'aime bien que les choses soient assez carrées, assez bien faites. Donc, je les fais régulièrement. Voilà, tu vois, ce matin, par exemple, j'ai fait ma compta du mois de mai. Bon, bah, ça m'a pris 2 heures. Voilà, c'est fait. Ça va, 2 heures. Ça va. Ça va, que 2 heures. Bon, il n'y a pas que ça en administratif, mais là, en l'occurrence, ce matin, c'était que 2 heures. Ok. Et qu'est-ce que tu fais comme hobby? Tu en parlais tout à l'heure là. Qu'est-ce que tu fais pour justement faire quelque chose qui n'est pas ton boulot? Oula, ça c'est très compliqué. Alors je fais autre chose dans ma vie que de la couture quand même, mais c'est vrai que souvent le week-end, bah ouais, je peux coudre, mais c'est surtout auprès de mon homme que je vais le justifier, qu'il en a marre que je bosse le week-end ou le soir. Il dit ah mais tu bosses encore. Je dis, mais non, là c'est pour moi là je travaille pour moi. Mais en fait, ce que je fais pour moi, bah, in fine, ça va se retrouver en photo sur mon site ou sur Insta. Donc, si tu veux, il n'y a pas de frontière entre les deux. Mais non, ce qui fait quand même, j'essaye de mettre la couture de côté le week-end. Mais j'y arrive pas toujours parce que mon hobby, c'est ça aussi. C'est si mes enfants me demandent, là, par exemple, les deux me demandent une banane, bah, je suis en train de dessiner la mienne. Bon, je sais, 15 000 ans après tout le monde, mais bref. Il faut que je fasse ma banane, quoi. Mes enfants me réclament depuis des mois. Donc, je pense que je vais la faire ce week-end. Et ça, alors c'est quoi? C'est hobby, c'est pro? Je sais pas. Est-ce que je vais la vendre? Non, peut-être pas. Peut-être je vais la garder pour moi. On verra. Mais c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Après, heureusement, j'ai d'autres activités aussi que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait faire autre chose que la couture. Ouais. Et c'est quoi? J'aime bien la capoeira. Capoeira, d'accord. Ouais, j'en fais que depuis un peu moins d'1 an, mais j'adore ça. Et après le vélo, ouais, donc on se fait pas mal de balades à vélo. Je suis tout le temps à vélo. Moi. D'accord, le long de la Garonne. De balades à vélo, long Garonne, au bois du Burc, partout où on peut. Et puis des petits week-ends à droite à gauche, comme on n'est pas loin de l'océan. Je me suis mise au surf aussi il y a 3 ans, donc voilà, un peu de surf et puis pas mal d'amis. Ouais. Et ça tu vas où à l'océan? Lacanau, Porge, Biscarrosse, Bidart. Voilà, on a une jolie côte. J'adore. Sans doute que je vais vous saouler à force de dire ça. J'ai l'impression dans tous les épisodes, mais moi j'adore cet endroit-là. Oh là là, bah ouais. Bah, même si on est là, c'est pas par hasard. Oui, bah j'imagine. Ouais, moi ça c'est ouais. Mais en même temps, Grenoble, moi j'ai adoré. Tu sais que c'est là-bas que j'ai fait mes études. Ah ben non, je sais pas. Non, ouais, bah l'école de commerce qui est derrière la gare. Ah bah oui, j'aime. C'est très connu. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah bah c'est marrant. J'ai passé 2 ans sur les 3 parce que ma dernière année, je l'ai faite en Argentine. D'accord. Mais j'avais bien aimé. C'était sympa. Oui, bah c'est sympa. Après, vous avez une belle station sous la main quand même. De sport d'hiver. Oui. Oui, mais il faut aimer skier. Oui. Non, c'est pas que je déteste, mais bon, moi j'ai un problème au pied, donc je ne skie plus, mais je préfère l'océan. Oui. Et voilà. Et donc tous les étés, tu vois, nous on navigue entre Lacanau et Biscarrosse, tu vois, à peu près. Je schématise parce que des fois on fait différemment. Ah ouais, d'accord. Ah bah on va finir par s'y croiser alors. Ah bah tu vois, Lacanau, j'y serai de mi-juillet à fin juillet. Ah excellent, ok. Mais oui, non, c'est magnifique cette région-là, ouais. Ah l'océan est tellement beau et les grandes plages sont superbes. Oui. Bon, les gens qui êtes sur la Méditerranée aussi, on vous déteste pas, mais c'est pas pareil. Ah ouais. Non, c'est pas pareil. Ok. Et alors, il y a des fois, je posais un peu des questions. Moi, ça me fait toujours rire. Tu vois, typiquement, t'es sur une île déserte. Enfin, tu projettes un voyage sur une île déserte. Bon, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que t'emmènes?
Ah. Oh, je pense pas quand même. Non, j'emmènerai pas ma machine à coudre. Ouais. Non, je sais pas grand-chose. Quelques outils pour pouvoir bricoler. Un couteau, tu vois, des choses. Bon, après, l'île déserte, il y a des restos ou... Ah non, c'est un peu en autonomie, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, je serais plus dans la construction, justement, de me créer un petit habitat cosy. De me recréer un petit abri cosy. Voilà. Moi, le côté bien-être dans mon environnement quotidien, très important, en fait. De me sentir un peu dans ma petite bulle, en sécurité, toi, ma maison, mon intérieur, ou une petite cabane. Enfin, ouais, c'est pour moi quelque chose de très important. Et c'est drôle parce que c'est à ça que se rapporte un peu le mot scamite. Oui. Marrant, tu m'as pas encore demandé. Non, mais parce que en fait, j'y pensais tout à l'heure et je me suis dit, mais j'ai lu l'explication, mais je m'en souviens plus. C'était il y a déjà quelques mois. Ah bah, je vais te la refaire. Alors en fait, scamite, donc c'est un mot qui a été inventé par ma sœur aînée quand moi j'étais toute petite, puisqu'on a 12 ans d'écart. Et vraiment, c'est un néologisme. Il y a aucune racine dans quelque langue que ce soit. Et ça exprime un état d'esprit justement où t'es très très bien, t'es dans ta bulle, t'es en sécurité totale, en train de faire un truc que tu kiffes et t'es super scamite quoi. Et c'est exactement moi, tu vois, quand je suis dans mon atelier, enfin même voilà, quand j'ai créé ma marque, quand je suis en train de choisir le tissu, est-ce que je vais mettre un petit galon, un petit ruban, un truc, je vais faire ça va être trop beau. Et là, je suis super scamite. et donc cette émotion, c'est presque une émotion en fait. Ouais, être scamite, c'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi. Et voilà, il se trouve que quand j'ai monté ma marque, qui n'avait pas vocation à être une vraie marque entre guillemets, je savais pas quel mot donner et du coup j'ai réfléchi à finalement ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens moi quand je coupe? Bah c'est ça, je scamite. Est-ce que moi ça me fait penser alors je sais pas si c'est un mouvement ou je trouve plus le terme, mais je sais pas en plus le prononcer. Le hig ou le hug. Tout à fait. Higueux. Je crois qu'on dit ouga, mais ça s'écrit higueux. Ouais, non. H-Y-G-E. Ouais, danois. C'est danois. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, je me sens très, très proche des pays nordiques. Ouais. J'aime énormément. Ouais. Danemark, Suède. Ouais, on avait fait 3 semaines de cyclo-rando avec mon mari. On a fait le tour du Danemark et de la Suède. Et vraiment leurs émotions, leur calme, leur apaisement, il y a vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et c'est vrai qu'ils sont très portés sur la déco, le design, le bien-être, les petites bougies, on se met dehors le soir avec ses amis avec sa petite couverture sur les genoux. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un peu ça être scamite. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, avec peut-être en plus l'ingrédient de faire quelque chose qui te comble. J'ai l'impression. Ouais, qui te nourrit, quoi. Qui te fait du bien. Ouais. Je me demandais aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques de patrons de couture. Oh là là, oui. Énormément. Oui, c'est fou. C'est fou. Moi-même, j'en ai le vertige. Je sais pas comment font les clientes pour s'y repérer. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que des fois, tu te dis, encore une, ou alors, de toute façon... En même temps, on a envie de coudre souvent pas mal de pièces une fois qu'on a mis un peu le doigt dedans. Donc, est-ce que finalement, c'est comme il y a plein de coiffeurs dans une ville, mais ça n'empêche pas chacun d'avoir sa propre activité. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Alors oui, je suis d'accord, parce que d'autant plus que il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la couture. Oui. Donc clairement. Le marché grossit. Ouais, le marché grossit, et c'est vrai que moi je fais la comparaison avec les marques de vêtements. C'est incroyable le nombre de marques de fringues qui peut exister, c'est complètement dingue. Et là aussi, tu te dis comment les clientes s'y retrouvent. Non, alors bon, évidemment, quand on est une petite marque indépendante, forcément, ça fait un peu peur. Et notamment l'année où j'ai travaillé sur mon livre, où du coup j'ai arrêté de sortir des nouveaux modèles. C'est fou. En fait, c'est l'année où le plus de marques sont arrivées, le plus de nouvelles marques se sont développées. Donc à la fin de cette année-là, j'ai un peu pris peur. Je me suis dit mince, j'ai été absente quasiment pendant 1 an. Il y a énormément de nouvelles marques et des trucs chouettes en plus qui arrivent. Est-ce que je vais continuer à exister? Et en fait oui, parce que j'ai un concept quand même très différent. Enfin, très différent. Je sais pas, mais en fait les retours que j'ai de mes clientes, ils sont tellement dingues que vraiment d'après leurs retours, j'ai l'impression d'avoir
une façon de faire qui est un peu différente des autres et du coup qui plaît, enfin pas tout le monde hein, évidemment, mais en tout cas celles qui aiment mon concept, elles l'aiment vraiment. C'est le retour qu'elles me font, quoi. Et donc j'ai retrouvé ces clientes-là qui sont restées, et puis il y en a d'autres qui découvrent mon concept et qui aiment aussi. Donc évidemment, ça fait un peu peur, mais voilà, dans la mesure où il y a de plus en plus de couturières, il faut de plus en plus d'offres finalement. Et ce qui peut faire peur aussi, c'est que personne n'invente la poudre. Hein. Un haut, c'est un devant, un dos, une manche, éventuellement un col. Donc finalement, d'une marque à l'autre, c'est tout à fait possible que des designs se ressemblent. Mais, et là, moi, j'en suis persuadée parce que je fais le parallèle là aussi avec des marques du commerce, de prêt-à-porter. Parfois, dans plusieurs boutiques, plusieurs marques concurrentes, tu as des modèles très, très similaires, mais chacune sa façon de faire et chacune son choix de tissu. Et dans les marques de couture, pour moi, c'est pareil. C'est chacune sa façon d'expliquer, chacune sa façon de faire la vidéo qui l'accompagne, chacune sa façon d'abord de créer le volume aussi, parce qu'un patronage est nécessairement différent d'une personne à l'autre. Ça, c'est vraiment absolument impossible que deux modélistes différentes qui dessinent une chemise dessinent la même. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Chacune va avoir une façon de dessiner des courbes. L'encolure, même une encolure ras du cou, elle peut se faire de plein de façons différentes. Tu peux la faire dégager, enfin ras du cou, non, mais si tu la dégages, tu peux la faire une encolure ronde, tu peux la faire de plein de façons différentes. Là, celle-ci, par exemple, elle est très arrondie. Tu peux la faire beaucoup plus droite, tu peux la faire plus plongeante, plus ouverte sur l'épaule. Enfin voilà, donc vraiment, je pense que du côté des clientes, elles doivent essayer plusieurs marques et puis ensuite peut-être retourner vers la marque qu'elles préfèrent. Donc oui, et puis après tout dépend aussi des besoins. Là, typiquement, tu vois, pour la robe portefeuille, quelque part c'est hyper chouette de pouvoir se dire il y a plein de modèles qui existent. Oui. Et voilà, d'avoir le choix. Tiens, je préfère celle-ci. Après, c'est aussi des fois ça tient pas grand-chose entre guillemets. C'est le choix aussi des tissus. Tu vois, moi j'aime beaucoup le choix des tissus que tu fais. Oui. Et peut-être que sur d'autres marques, d'autres créations, d'autres créatrices de patrons de couture, peut-être que le choix du tissu me parlera moins. Oui, c'est vrai que ça influence beaucoup. Ouais. Le visuel qu'on peut avoir d'un patron. Ouais. En fonction du tissu, ça change beaucoup. Ouais, c'est ça. Et alors, ton patron Déclic, ça a cassé Internet Ouais. Écoute, oui, mais vraiment, hein, ça a fait planter mon site pas mal de fois. Je pensais pas à ce moment-là. Ah, si, ouais. Et pourtant, on avait prévu le coup avec mon webmaster qui m'a changé de serveur, qui a mis un truc, il m'a dit non, celui-là, il est béton, ça va absorber toutes les connexions et tout. Et puis, je l'appelle le soir, là, je vois que mon site était tombé. Je dis, Manu, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit, là, c'est simple, t'as fait 3 fois plus de connexions que de ce qu'on avait prévu. Donc, pour le moment, plus personne ne peut accéder. Voilà, il a redémarré les serveurs et c'est reparti. Et maintenant, ça supporte bien. Mais effectivement, ça a été un raz-de-marée. Ouais. Et alors, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé ces derniers jours donc là, on est mi-juin, avec Maison Fauve qui a mis en place... Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est terrible. Non, mais c'est... Malheureusement... les personnes malveillantes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est justice. Voilà, pour remettre un peu de contexte, elle voulait écouter la communauté Maison Fauve. Et donc, elles ont mis un questionnaire et à la clé, il y avait la possibilité de télécharger un patron PDF gratuitement parmi la collection de patrons de Maison Fauve. Et donc, du coup, en fait, elles ont obtenu très rapidement 10 000 réponses. Et par contre, les patrons, après, tout le monde ce qui a été, ça a peut-être commencé par ça. Enfin, j'ai pas vu tous les détails, etc. Mais en gros, globalement, après, finalement, les patrons ont largement tourné. Les personnes se créent des dizaines de comptes différents pour télécharger un max de patrons PDF. Et après, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est Cozy Jungle qui avait mis la main sur des personnes qui avaient des listes de patrons de 45 pages pour dire, voilà, moi j'ai tous ces patrons-là, on se les échange, etc. Je sais pas s'il y avait un commerce derrière ça ou si c'était juste... Alors ça, malheureusement, je pense que
c'est quelque chose de réel et aucune marque de patron qui vend du PDF ne peut lutter contre. C'est les vols entre guillemets. Mais bon, enfin, en fait, c'est réellement un vol, c'est-à-dire qu'une personne peut-être va acheter le patron, mais ensuite va le diffuser gratuitement ou le revendre. Et moi, très régulièrement, j'ai des clientes bienveillantes qui me disent « Oh là là, j'ai vu ton patron PDF en vente sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou sur eBay. » Et très régulièrement, j'ai des choses comme ça. Et après, j'ai aussi des créatrices de vêtements finis qui utilisent mes patrons pour vendre des pièces. Et ça aussi, c'est interdit parce qu'en fait, les modèles sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Mais malheureusement, on n'a que nos petites armes pour lutter. C'est pas facile. Maintenant, moi, je me dis toujours que en fait, c'est une communauté quand même dans l'ensemble tellement bienveillante que finalement, tout le monde veille un petit peu. Et après, oui, si mon patron est utilisé par une marque et qu'il va en sortir un vêtement qui va tirer, je sais pas combien de milliers d'exemplaires, voilà, tant mieux si ça plaît ce que je fais. Non, mais je veux dire, on va lutter tant que ça va pas faire tomber mon business, je continue. Mais maintenant, c'est écœurant. C'est ça. Ouais. Et après, moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui est avocat en propriété intellectuelle, justement. Donc, voilà, du coup, je fais de temps en temps un peu appel à lui quand je sens des dossiers un peu chauds, quoi. Ouais. Ok, bon, c'était la parenthèse moins cool du... oui, mais... Mais de toute façon, ça, j'imagine que ça a toujours existé, la contrefaçon, le vol... c'est sûr. En mode, c'est très fréquent. Hein. Regarde, les grandes marques se font très souvent copier, les Chanel et compagnie. C'est sûr. Oui, et après, il y a déjà aussi des grandes marques qui ont emprunté des choses pas de manière très clean aussi. Ça arrive souvent, tu as des petits créateurs ou des petites... des marques moins connues ou des illustrateurs, etc., où finalement, après, elles retrouvent leur design sur des objets ou tu vois, des choses qui sont largement inspirées. Et ça arrive aussi et ça doit... C'est pareil, c'est très frustrant, hein, ça, c'est certain. Mais il y a un moment donné, je crois que la conclusion, c'est il faut choisir où est-ce qu'on met son énergie. Que ce soit dégueulasse, tout ça, écœurant, c'est certain. C'est certain, mais ça semble malheureusement inévitable et il faut continuer à faire les choses avec professionnalisme, les faire bien et puis du coup se gagner entre guillemets la confiance de sa communauté et puis après compter sur elle pour continuer à être bienveillante et grâce à cette grande communauté là, la marque peut continuer à vivre malgré les spoliations qu'il peut y avoir par ailleurs. Ouais. Bon. En tout cas, on te retrouve au CSF. Oui, bien sûr. Cool. Et même avant ça, je vais à Knit It. Alors pas complètement nouveau, je crois que ce sera ça. En tout cas, c'est donc à la base un salon tricot qui a lieu à Lyon en septembre. Et pour la première année, elle accueille des marques de couture. D'accord, oui, parce que knit, ça fait moins couture. Tout à fait. Alors, il continue à s'appeler Knit It. Donc, knit, tricot et it, manger. Ah oui, c'est d'accord, c'est pas knit. Ok. Voilà, non, pas IT, EAT. Et donc, on est plusieurs marques de couture d'ailleurs à pouvoir y participer. Et donc, je suis contente parce que moi, ça va me changer un peu de format. C'est beaucoup plus petit. C'est un salon qui est très convivial apparemment. À Lyon, qui est une super ville. C'est les 23 et 24 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est beaucoup plus court que CSF. Oui. Donc, ce sera un échauffement pour le CSF qui a lieu fin novembre. Donc, je serai, évidemment, c'est un rendez-vous vraiment très sympa, long et fatigant, et long à préparer aussi, mais super sympa. Ouais. Bon, parfait. Et est-ce qu'il y a des projets dont tu peux nous parler pour les mois qui viennent? Ouais, pourquoi pas. Bien sûr, je suis en train de travailler sur les nouveaux patrons. Il y aura des nouveaux patrons pour la rentrée, donc pour Knit It et CSF. J'ai plus envie de revenir sur des choses assez rapides à coudre, en fait. Parce que moi aussi, j'en ai marre de courir après le temps. Et autant pendant un bon moment, je me suis lancée sur des patrons assez techniques parce que je suis toujours dans cette envie, dans cette approche très didactique. Donc, j'ai toujours très envie d'apprendre plein de nouvelles techniques à mes clientes, des nouvelles façons de faire et tout ça. Et puis, c'est quelque chose que j'adore vraiment, c'est me prendre la tête sur un montage et une technique pour arriver à la simplifier. C'est masochiste, mais j'adore ça. Mais malgré tout, j'ai quand même de plus en plus envie de choses
des projets légers, on va dire. Mais bien sûr avec des ingrédients raffinés, parce que moi je ne peux pas faire un truc trop simple. En fait, si je pourrais pas me résoudre à vendre un projet trop simple, comme par exemple Déclic, qui n'a pas de déclinaison, c'est juste un modèle. Voilà, il est gratuit et il le restera, parce que j'estime que ça vaut pas 17 € en patron pochette ou 11 € en PDF, parce qu'il y a juste un modèle, une déclinaison. Donc, je vais travailler sur des modèles faciles et peu chronophages, mais bien sûr, chacun aura plusieurs déclinaisons possibles et bien sûr, il aura le même contenu qu'actuellement, donc vidéo et compagnie. Donc, il y aura une petite blouse avec des volants joliment placés, pas trop ostentatoire. Moi, j'aime pas les choses trop théâtrales, on va dire. Il y aura sûrement un modèle de sac cabas, mais déclinable en plein de tailles. J'ai envie de remettre des accessoires dans ma vie de couturière, parce que j'adorais ça au début. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je vais en faire notamment qui parle... en fait, il y aura une déclinaison qui sera spécifique aux tricoteuses, puisque ce sera pour Knit It. Voilà, et pour CSF, une chemise. J'ai envie de travailler sur une nouvelle chemise. Là aussi avec quelques volants, mais pas les mêmes volumes que ma liseron qui a été cousue, recousue. Une chemise avec les ingrédients de la chemise, mais d'autres détails sympas, et probablement un pantalon élastiqué, mais avec un style un peu cool. Bon, ça fait un gros programme, là, d'ici. Ouais, de toute façon, je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai des carnets, mais plein de croquis, j'en ai de partout. J'essaye juste d'organiser, en fait, les différents lancements, mais j'ai plein de choses de prévues en ce moment, et là, je suis en train de vivre une période intense de création, en fait, de stylisme notamment, et j'adore ça, mais je dors peu. C'est exaltant, mais fatigant. Ouais, mais j'adore. Mais bon. Ouais. C'est ça. Donc, il y aura plein de nouveaux projets. Ouais. Bon, bah super. Un patron, ça met combien de temps pour être prêt entre l'idée du départ et ça y est, je le vends? Ça peut être très long. Alors, c'est très aléatoire. Vraiment, ça va énormément dépendre. J'en ai qui ont mis plus d'1 an parce qu'on a travaillé sur 3 ou 4 toiles. Alors, je dis parce qu'en fait, je travaille maintenant avec une modéliste depuis longtemps, depuis 5 ans, avec Myriam, qui est une modéliste qui a quasiment 30 ans d'expérience, qui travaillait en intérim en fait à Paris, qui habite à Libourne, donc pas très loin de Bordeaux, et du coup qui a une expérience phénoménale dans les plus grandes marques. Et vraiment, c'est génial. On a un échange créatif qui est super chouette, et elle fait des très très beaux patrons. Et du coup, avec Myriam, voilà, comme je suis exigeante et elle aussi, on peut être amené à faire beaucoup de toiles avant que ça sorte. Et après, il y a d'autres patrons. Parfois, on sait même pas pourquoi. Ils sont pas forcément plus simples, mais je sais pas. Ça va tout de suite. La première toile, 2-3 modifs et hop, c'est bon. Mais après, une fois que j'ai le patron, il me faut travailler. C'est difficile à dire. Peut-être 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois. Oui, parce qu'après, il y a les affaires courantes, quoi. Ah ben c'est ça. Moi plus d'autres personnes, parce que je suis pas la seule à travailler dessus. Après, j'ai une graphiste. Oui, non, c'est ça, modéliste, graphiste et puis photographe. Ouais. Et quelle est ta plus grande fierté dans tout ça, dans toute ton aventure? Oh bah, je crois que d'avoir créé une marque qui tient la route, quoi. Ouais. En t'entendant, je me suis dit, finalement, tu fais bosser, alors pas à 100% sans doute, mais tu fais bosser cette personne. Oui, oui, ouais, plus un ESAT. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est une fierté aussi. Alors quand je dis la fierté, d'avoir créé ma marque, c'est un tout. C'est un tout. C'est d'avoir réussi à trouver les bonnes personnes, de pouvoir d'avoir des échanges hyper constructifs avec ces personnes-là, qui sont tous des super professionnels, de les faire travailler et qui continuent à être motivés et à avoir envie, parce qu'en fait finalement ce sont des indépendants, donc ils pourraient très bien se dire oh ben non, ça, ce projet il me fatigue, j'en ai marre, ça fait 7 ans, je vais bosser ailleurs. Et en fait non, ils sont tous voilà, c'est pour ça que je dis on est une équipe, même s'ils sont pas salariés, c'est vraiment génial de travailler avec chacun d'eux. Et donc ça, ouais, clairement, c'est une fierté de travailler avec l'ESAT aussi depuis le début. Donc un ESAT, c'est un centre de travail pour personnes handicapées. Et là, c'est vrai que j'ai plusieurs fiertés parce que quand j'y vais assez régulièrement, et la monitrice principale d'atelier me dit tout le temps, il y a un petit jeune là, il s'appelle Yann, et quand il est arrivé à l'ESAT, il voulait rien faire, il était prostré, il était vraiment mal.
il avait l'impression d'être bon à rien, capable de rien, et on lui a mis activité atelier Scamit dans les mains, c'est le moment où je suis arrivée. Et puis là, petit à petit, il s'est complètement ouvert, et maintenant, il arrive à gérer le stock sur un fichier Excel, sachant qu'il a une incapacité de travail assez lourde. Et ça, c'est une vraie fierté. Et alors, quand j'y vais et qu'il me voit arriver, c'est drôle, il est content de me voir, ça se sent, quoi. Il est fier, en fait, de montrer la cliente est là. Et puis, je vais lui montrer, c'est moi qui suis les stocks tous les jours. C'est génial, quoi. C'est génial de se dire que grâce à ce projet-là, il a réussi à sentir qu'il avait de la valeur. Ouais. Voilà, donc ça, c'est clair que quand je vais à l'ESAT, c'est énorme. Le retour qu'ils me font est vraiment énorme. Marie aussi, qui elle prépare les commandes au quotidien. Donc, je l'ai souvent au téléphone. Et bon, pareil, elle a un handicap assez lourd, mais elle s'en sort très, très bien parce qu'en fait, elle arrive à être très rigoureuse et puis elle le prend à cœur, ce projet, quoi. C'est vraiment elle, la chef des commandes, de la préparation des commandes d'Atelier Scamit. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec elle, mais voilà, donc elle a un vrai rôle. Donc ça, c'est top. Et puis, voilà, c'est pour ça, je ne sais pas qu'est-ce que je dois choisir comme grande fierté dans tout ça, parce que c'est riche, ça aura tellement de niveaux. Ouais. Si c'était à refaire, tu referais? Oh bah oui, je le referais, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, au départ, tu te serais pas imaginé que ça allait prendre cette ampleur-là. Pas du tout. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai. Ça a son charme. Ouais. Je dis pas ça par rapport à d'autres choses, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment très très chouette. Mais tu vois, je trouve que ça a une saveur de se dire, c'est comme moi avec le podcast. Quand j'ai commencé le podcast il y a 4 ans, j'aurais jamais dit, un jour je me mettrai à mon compte pour développer cette activité-là, en plus d'autres choses, etc. Mais que ça ferait partie de mon métier. Mais ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est génial. J'aurais pas mis un copec dessus. Ouais. Comme quoi, oui. Mais ça, je trouve effectivement que ça fait les beaux projets parce qu'il y a quelque chose de spontané. Il y a quelque chose c'est pas réfléchi, c'est pas calculé. Voilà. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi que ce genre de projet fonctionne, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'intuitif, en fait. Et d'authentique. Voilà. Ouais. Eh ben parfait. Écoute, c'était un plaisir cette conversation, Johanna. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci Mélanie. En plus, tu m'as fait une petite pensée pour Bordeaux. Tu vas aller cannelé l'océan, là, c'est bon, je suis refaite. Voilà, je t'ai donné un petit peu de vacances. Oui, c'est ça. Ça va m'aider à patienter avant, pile un mois. Voilà, dans un mois, c'est bon. Allez, ça va. Je reverrai mon océan. Ouais. Merci beaucoup, Johanna. À bientôt. Merci Mélanie, à très bientôt. Me revoici. Allez faire un petit coucou à Johanna à la suite de votre écoute, et à moi aussi, tiens, d'ailleurs. C'est toujours très agréable de vous lire. Je me suis beaucoup retrouvée dans les valeurs de Johanna et ce qu'elle dégage, et en plus elle a eu l'extrême gentillesse de m'offrir 2 patrons. C'est suffisamment rare que je reçoive des cadeaux de mes invités pour que je le mentionne. J'ai choisi la blouse Mi-Pretty et la robe portefeuille Obsession, donc celle dont on parle dans l'épisode, et je l'ai choisie en pochette cette fois-ci pour m'économiser l'impression et la découpe. J'ai hâte de m'y mettre car l'été n'a pas été assez long pour me lancer dans la robe donc cet été, et accessoirement j'avais pas encore trouvé le bon tissu. Et le patron de blouse dont Johanna parle dans l'épisode est sorti tout juste, et il s'appelle Diapason et il est très réussi. J'aime beaucoup les petits volants dont Johanna parlait, et effectivement rien d'extravagant, qui est effectivement aussi quelque chose qui me convient très bien parce que je ne porte pas des choses très voyantes. Si vous découvrez le podcast et que cela vous a plu, j'en suis ravie. Vous avez plein d'épisodes à écouter. Des épisodes sur la couture évidemment, mais pas que. J'ai reçu beaucoup de créatrices passionnantes dans plein d'arts créatifs différents. Et si à force d'écouter parler tous ces entrepreneurs créatifs, cela vous donne des idées, des envies pour vous lancer, j'ai écrit un guide complet sur le sujet. Le livre s'appelle Mon entreprise créative, il est publié chez Créa Passion et il est disponible dans toutes les librairies, physiques ou en ligne. Et j'en parle en détail évidemment sur mon site podcastfemain.fr. Sur mon site, vous pourrez également en savoir plus et vous inscrire aux ateliers que je propose, notamment donc celui de Créative à Rouen fin septembre. L'idée dans ces ateliers est de travailler en petits groupes sur votre projet pour repartir avec plein d'idées et de conseils pratiques pour vivre de votre passion. Merci d'être là et à très vite pour le prochain épisode.
Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!